Elle n'avait aucune idée de qui était cette femme. Aucune. Elle voyait juste une vieille dame seule au bord d'un trottoir, perdue face à un fleuve de voitures qui ne s'arrêtait jamais, la main crispée sur sa canne, les yeux qui hésitaient. Autour d'elle, des dizaines de personnes passaient sans la regarder. Des gens pressés, des gens occupés, des gens qui avaient leurs propres problèmes ce matin-là. Personne ne s'arrêtait. Personne ne voyait. Sauf elle. Sauf Camille. Une fille de 20 ans sans argent, sans réseau, sans rien d'autre que son travail de serveuse et ses rêves d'étudiante. Elle s'est arrêtée. Elle a pris le bras de cette vieille dame et elle l'a aidée à traverser la rue. 30 secondes. Un geste simple, naturel, qui ne lui a rien coûté. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que cette vieille dame était la mère de l'un des hommes les plus puissants de New York. Et que ce geste-là, ce tout petit geste que tout le monde autour d'elle avait refusé de faire, allait changer sa vie pour toujours. Avant d'entrer dans cette histoire, j'ai besoin de savoir quelque chose. Depuis quel endroit vous me lisez en ce moment? Écrivez-le dans les commentaires, cela me fait vraiment plaisir de savoir d'où viennent mes lecteurs. Et si cette histoire vous touche, si elle vous donne envie de croire encore à l'amour, faites-moi plaisir, partagez-la autour de vous et revenez pour la prochaine. Maintenant, installez-vous confortablement. Voici l'histoire de Camille. New York ne dort jamais. C'est une ville qui respire à toute heure, qui crie, qui chuchote, qui pulse comme un cœur géant sous les pieds de millions d'individus qui ne se connaissent pas et qui pourtant vivent côte à côte chaque jour. Les rues de Manhattan sont un théâtre permanent. Les taxis jaunes se faufilent entre les bus, les livreurs à vélo zigzag sur les trottoirs encombrés, les vendeurs ambulants proposent leur café brûlant à ceux qui courent attraper leur train. Et dans tout ce chaos magnifique, une jeune femme de 20 ans marche d'un pas rapide ce matin-là, son sac sur l'épaule, les cheveux attachés à la hâte, les yeux encore un peu endormis malgré le froid vif de novembre qui lui mord les joues. Elle s'appelle Camille Rousseau. Fille d'une mère aide-soignante et d'un père absent depuis ses 8 ans, Camille a grandi dans un petit appartement du Bronx, au 3e étage d'un immeuble dont l'ascenseur était en panne depuis aussi longtemps qu'elle pouvait s'en souvenir. Elle a grandi avec le bruit des voisins au-dessus, le bruit des disputes dans le couloir, et le bruit sourd de sa mère qui rentrait tard le soir après une double journée de travail, les pieds gonflés et le sourire quand même. Oui, quand même. Parce que sa mère lui avait appris une chose fondamentale. On peut être pauvre et rester digne. On peut manquer de beaucoup de choses dans la vie et ne jamais manquer de cœur. Camille avait grandi avec cette leçon gravée profondément en elle. Et c'est avec ce bagage-là, léger en argent mais lourd en valeur, qu'elle avait décidé un jour de quitter le Bronx pour aller étudier la gestion d'entreprise à l'université de New York. Pas une bourse suffisante pour tout couvrir. Pas assez d'économies pour se permettre de ne rien faire à côté. Alors Camille travaillait. Elle travaillait dur, comme elle avait vu sa mère le faire. 5 matins par semaine, elle enfilait son tablier noir au restaurant La Lumière, un établissement de quartier à Midtown, connu pour ses œufs brouillés au saumon et son café au lait servi dans de grandes tasses blanches. Elle prenait les commandes, souriait aux clients pressés, encaissait les pourboires avec gratitude, et filait ensuite en cours l'après-midi, les pieds fatigués mais la tête déterminée. Elle était belle, Camille. Pas de la beauté tapageuse qu'on voit sur les couvertures de magazines, non. Une beauté douce, naturelle, celle qui ne crie pas mais qu'on remarque malgré soi. Des yeux en amande d'un brun profond qui semblait toujours un peu pensif, comme si elle réfléchissait à quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Des lèvres pleines, souvent étirées en un sourire sincère, pas un sourire de façade mais un sourire qui venait du dedans. Elle n'avait pas les moyens de s'habiller à la mode, mais elle savait arranger ce qu'elle avait avec élégance. Ce matin-là, elle portait un manteau beige légèrement élimé au coude, une écharpe bordeaux enroulée 2 fois autour du cou, et des bottines noires qu'elle avait rachetées dans une vente de charité pour $12. Elle était belle sans le savoir, et c'est peut-être pour ça qu'elle l'était encore plus. Ce matin-là donc, le 8 novembre, elle était en retard. Pas vraiment en retard, mais dans la course permanente qui était la sienne depuis qu'elle avait commencé à jongler entre le travail et les études. Elle avait mal dormi la nuit d'avant à cause d'un devoir de comptabilité qu'elle avait rendu à 2 heures du matin après avoir relu ses notes 3 fois. Elle avait à peine eu le temps d'avaler un toast avec du beurre de cacahuète avant de sortir de chez elle. Et maintenant elle marchait vite, très vite, les mains dans les poches de son manteau, la tête légèrement baissée contre le vent qui soufflait du nord ce matin-là avec une mauvaise humeur particulière. Elle arrivait à l'intersection de la 52e rue et de la 5e avenue quand elle la vit. Une vieille dame. Très vieille, dans les 85 ans peut-être, les cheveux blancs soigneusement coiffés sous un chapeau gris perle, un manteau de laine crème qui avait dû être très élégant dans un autre temps, une canne dans la main droite,
et une expression sur le visage qui mêlait la détermination et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle se tenait au bord du trottoir, face à ce fleuve de voitures qui ne s'arrêtait jamais vraiment malgré les feux rouges, et elle regardait la chaussée comme quelqu'un qui regarde une rivière à traverser sans être certain de savoir nager. Le feu était au vert pour les piétons. Les autres passants la dépassaient sans la voir. Ils avaient leurs propres urgences, leurs propres retards, leurs propres préoccupations. Personne ne regardait cette petite vieille dame qui hésitait au bord du trottoir. Personne sauf Camille, qui s'était arrêtée net, comme si quelque chose dans sa poitrine avait tiré sur un frein invisible. Elle avait regardé sa montre. Elle avait regardé la vieille dame. Elle avait regardé le feu qui commençait à clignoter, signe que le temps pour les piétons allait bientôt s'écouler. Et sans vraiment réfléchir, sans calculer ce que ça allait lui coûter en termes de minutes, elle s'était approchée. « Madame, vous avez besoin d'aide. » La vieille dame avait tourné la tête vers elle. Et là, Camille avait vu ses yeux. Des yeux bleus, encore vifs malgré l'âge, des yeux qui avaient dû être magnifiques dans leur jeunesse et qui l'étaient encore d'une certaine façon, parce qu'ils portaient quelque chose que le temps ne peut pas effacer, une intelligence tranquille, une élégance intérieure. La vieille dame l'avait regardée comme si elle hésitait à accepter, puis elle avait souri, et son sourire avait transformé son visage en quelque chose de lumineux. « Ce serait très aimable, ma petite. Je ne suis plus aussi rapide qu'avant et ces voitures ne me donnent pas le temps de souffler. » Camille avait pris son bras avec douceur, s'étant assurée que la canne était bien dans la main de la dame, et ensemble elles avaient traversé. Lentement, à leur rythme, Camille tenant le pas de la vieille dame sans jamais la presser. Elles avaient atteint l'autre trottoir, et Camille avait aidé la dame à monter la petite marche du bord de chaussée. « Voilà. Vous y êtes. » La vieille dame avait posé sa main libre sur celle de Camille, et cette main était toute petite, toute froide, couverte de veines en relief sous une peau translucide. Mais le geste était d'une tendresse qui avait touché quelque chose de profond en Camille. « Tu es un ange, ma petite. Vraiment. Dans cette ville où personne n'a le temps de regarder les autres, tu t'es arrêtée. Tu sais, ça dit tout sur quelqu'un, ça. » Camille avait souri, un peu gênée, comme elle l'était toujours quand on la complimentait. « C'est tout à fait normal, madame. Faites attention à vous. » Elle allait repartir, reprendre sa course contre la montre, quand elle avait entendu un bruit derrière elle. Le crissement discret de pneus de qualité sur l'asphalte mouillé. Une portière qui s'ouvre. Des pas rapides sur le trottoir. Et une voix. Une voix grave, légèrement essoufflée, une voix qui portait à la fois l'autorité et une inquiétude sincère. « Maman. Maman, ça va ?» Camille s'était retournée. Et là, face à elle, il y avait un homme. 30 ans. Grand, une tête au-dessus d'elle. Des cheveux noirs légèrement bouclés, encore un peu décoiffés comme s'il était sorti de sa voiture en toute hâte. Une mâchoire carrée, des pommettes hautes, des yeux d'un vert profond et sombre qui vous regardaient avec une intensité qui vous faisait oublier un instant de respirer. Il portait un manteau gris anthracite taillé sur mesure, une écharpe en cachemire d'un bleu marine, et ses chaussures brillaient même sous le ciel couvert de ce matin de novembre. Il y avait dans toute sa présence quelque chose qui indiquait immédiatement qu'il n'avait pas eu à lutter pour s'habiller ce matin-là, que ses vêtements n'avaient pas été achetés dans une vente de charité, que sa vie se déroulait dans une toute autre sphère que celle de Camille. Mais en cet instant, il ne regardait pas Camille. Il regardait la vieille dame, avec dans les yeux une anxiété sincère, celle d'un fils qui a vu sa mère de l'autre côté de la rue et qui a eu peur une fraction de seconde. « Richard. » La vieille dame avait souri de nouveau, un sourire légèrement grondeur cette fois, celui des mères qui reprochent à leurs enfants de trop s'inquiéter. « Je vais très bien. Cette jeune femme a eu la gentillesse de m'aider à traverser. C'est tout. » Richard. Il s'appelait Richard. Il avait enfin tourné les yeux vers Camille, et là, dans ce bref instant où leurs regards s'étaient croisés pour la première fois, quelque chose s'était passé. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait su nommer sur le moment, parce que ces choses-là n'ont pas de nom immédiat. C'est quelque chose qui ressemble à une reconnaissance. Comme si deux personnes qui ne se sont jamais vues se retrouvaient pourtant. « C'est vous qui avez aidé ma mère à traverser ?» avait-il demandé. Sa voix était plus douce maintenant que l'inquiétude s'était dissipée. Pas dépourvue d'autorité, mais douce. Une voix qui avait appris à commander sans élever le ton. « Oui », avait dit Camille simplement. Elle semblait avoir besoin d'aide. Il avait regardé Camille. Vraiment regardé. Pas de la façon dont les gens regardent les autres dans la rue, ce regard qui effleure et glisse et passe à autre chose. Non. Il avait regardé Camille comme s'il cherchait à mémoriser quelque chose,
comme s'il avait peur que si son regard partait elle disparaisse et qu'il ne sache jamais qui elle était. « Je m'appelle Richard Beaumont », avait-il dit, en lui tendant la main. « Et je vous remercie du fond du cœur. » Sa main était grande, chaude, ferme. Camille avait senti la qualité de la poignée de main. Le genre de poignée de main qui témoigne d'une assurance tranquille. « Camille Rousseau », avait-elle répondu en serrant sa main. « Camille. » Il avait répété son prénom comme s'il le goûtait, comme si c'était quelque chose qui méritait d'être dit lentement. Sa mère l'avait regardé de côté avec ce regard imperceptible que les mères portent quand elles voient quelque chose que leur enfant ne voit pas encore lui-même. Elle avait souri en silence. « Je dois y aller », avait dit Camille en regardant sa montre. « Je suis déjà en retard au travail. »« Bien sûr. Encore merci, Camille. » Elle avait hoché la tête, lui avait souri à la vieille dame, et était repartie au même pas pressé qu'avant. Mais quelque chose avait changé. Elle ne savait pas quoi exactement. Elle ne connaissait pas encore le mot pour le dire. Mais en marchant, elle s'était rendue compte qu'elle pensait encore à ses yeux verts, à cette voix grave, à la façon dont il avait prononcé son prénom. Elle avait secoué la tête, s'était dit qu'elle était ridicule, et était entrée au restaurant. Richard Beaumont, lui, était resté sur le trottoir encore quelques secondes après le départ de Camille. Sa mère l'avait regardé avec ce même sourire entendu. « Elle est charmante, n'est-ce pas ?» Richard avait regardé dans la direction où Camille avait disparu dans la foule. « Elle l'est, » avait-il dit. Puis il avait secoué la tête comme s'il reprenait ses esprits. « Viens, maman. Je t'emmène où tu voulais aller. » Mais pendant tout ce trajet, pendant tout ce petit déjeuner qu'il avait partagé avec sa mère dans un café du quartier, pendant la réunion qu'il avait menée à 10 heures dans les bureaux de sa société au 40e étage d'un immeuble de verre et d'acier, pendant le déjeuner d'affaires où il avait signé un contrat qui valait plusieurs millions, pendant toute cette journée bien remplie et bien orchestrée, il avait eu du mal à chasser l'image d'une jeune femme en manteau beige et écharpe bordeaux, qui aidait sa vieille mère à traverser la rue sans que personne ne lui ait rien demandé. Richard Beaumont n'était pas le genre d'homme à s'enflammer facilement. Il avait 30 ans, et sa vie ressemblait à un tableau de maître soigneusement composé. Fils unique d'Hélène Beaumont, né d'une vieille famille française installée à New York depuis 3 générations, et de feu Georges Beaumont, homme d'affaires brillant qui avait bâti un empire dans l'immobilier haut de gamme, Richard avait repris les rênes de la société familiale à 25 ans à la mort de son père. 5 années à la tête de Beaumont Property avaient suffi à lui forger une réputation solide dans le milieu des affaires new-yorkais. Sérieux, rigoureux, visionnaire, il était le genre d'homme que ses concurrents respectaient et que ses associés ne voulaient pas contrarier. Dans sa vie personnelle, c'était plus compliqué. Il avait eu des relations. Des femmes belles, intelligentes, qui vivaient dans le même monde que lui, qui fréquentaient les mêmes restaurants, les mêmes galas de charité, les mêmes cercles privés. Mais quelque chose manquait toujours. Une profondeur peut-être. Une sincérité. Il avait souvent eu l'impression, au fil des dîners et des soirées, que les femmes qu'il rencontrait ne voyaient pas vraiment Richard Beaumont. Elles voyaient Beaumont Property, elles voyaient le nom, l'appartement sur la 5e avenue, le chalet dans les Hantons, le compte en banque. Et lui avait appris à vivre avec ça, à s'en accommoder, à dire que c'était peut-être le prix à payer pour le monde dans lequel il vivait. Et puis ce matin-là, au coin de la 5e avenue, il avait vu une fille qui n'avait visiblement aucune idée de qui il était. Qui n'avait rien demandé à personne. Qui avait vu une vieille dame en difficulté et s'était arrêtée. Un geste simple. Un geste naturel. Mais dans cette ville où l'indifférence était la règle, ce geste-là avait eu l'effet d'une lumière allumée dans une pièce sombre. Ce soir-là, en rentrant dans son appartement de la 5e avenue, un appartement avec vue sur Central Park que même ses amis les plus riches lui enviaient, Richard avait une pensée claire et simple. Il voulait la revoir. Sauf qu'il ne savait pas qui elle était. Camille Rousseau. Un prénom, un nom. New York compte 8 millions d'habitants. Il avait demandé à sa mère le lendemain matin. « Maman, la jeune femme d'hier matin. Elle t'a dit où elle travaillait ?» Sa mère avait bu une gorgée de son thé, l'avait regardé par-dessus sa tasse avec ses yeux bleus qui n'avaient rien perdu de leur acuité. « Elle m'a dit qu'elle était en retard au travail. Mais non, elle ne m'a pas dit où. » Richard avait hoché la tête. « Mais, » avait ajouté sa mère, avec ce ton désinvolte qui ne trompait personne, elle portait un tablier qui dépassait légèrement dessous son manteau. Un tablier noir. Le genre de tablier qu'on porte dans les restaurants de cette partie de Midtown. Richard avait souri. Sa mère avait toujours été plus observatrice que lui. Il avait passé 2 jours à se demander si ce qu'il voulait faire était raisonnable. 2 jours à travailler,
à tenir des réunions, à signer des papiers, et à revenir malgré lui à l'image de Camille. Le 3e jour, il avait décidé que la raison n'avait pas toujours le dernier mot. Il avait passé la matinée à faire le tour des restaurants de Midtown qui étaient sur l'axe entre la 5e avenue et la 52e rue. Ce n'était pas une zone immense. Il y avait peut-être une douzaine d'établissements qui correspondaient au profil. Et c'est au 9e qu'il l'avait trouvé. Il avait poussé la porte du restaurant La Lumière un mardi matin, à 9h passées. L'endroit était à moitié plein, une ambiance de petit déjeuner tardif, des gens qui lisaient leurs journaux ou tapotaient sur leurs ordinateurs. Une odeur de café fraîchement préparé et de pain toasté. Et derrière le comptoir, Camille. Elle ne l'avait pas vue tout de suite. Elle était de dos, en train de remplir 2 tasses de café pour une table du fond. Elle portait son tablier noir, ses cheveux attachés en queue de cheval, et elle se déplaçait avec une efficacité tranquille, sans agitation, avec ce naturel de quelqu'un qui connaît parfaitement son espace de travail. Puis elle s'était retournée, et leurs regards s'étaient de nouveau croisés. Elle s'était figée une demi-seconde. Juste une demi-seconde, mais Richard l'avait vue. Cette légère pause dans son mouvement, ce battement imperceptible de surprise. Puis elle avait repris sa marche comme si de rien n'était, avait déposé les tasses sur la table du fond, et était revenue vers lui. « Monsieur Beaumont, que puis-je faire pour vous ?» Sa voix était parfaitement neutre, professionnelle. Mais ses yeux disaient autre chose. Ils disaient qu'elle n'avait pas oublié non plus. Une table pour un, si c'est possible. Et un café, s'il vous plaît. Elle l'avait installé à une petite table près de la fenêtre, lui avait apporté son café, et était reparti. Il était resté là 1 heure. À boire son café, à commander des œufs brouillés qu'il avait à peine touchés, et à observer Camille travailler. Il avait vu comment elle traitait ses clients, avec cette même attention douce et efficace qu'elle avait accordée à sa mère sur le trottoir. Il avait vu comment elle souriait aux gens, pas le sourire automatique d'une personne qui fait son travail, mais quelque chose de plus sincère, quelque chose qui venait d'elle vraiment. Quand il avait demandé l'addition, elle était venue la lui apporter. « Je m'excuse de vous avoir cherché », avait-il dit. Elle avait levé les yeux vers lui, légèrement surprise par cette franchise directe. « Comment avez-vous fait ? » « Ma mère m'a dit que vous portiez un tablier sous votre manteau. J'ai fait le tour des restaurants du quartier. » Un silence. Elle avait posé l'addition sur la table. C'est une façon très particulière de retrouver quelqu'un. Je sais. Et je m'en excuse si ça vous a mis mal à l'aise. Mais j'aimerais vous offrir un café, ou un repas, pour vous remercier correctement de ce que vous avez fait pour ma mère. Elle l'avait regardé. Ce regard brun profond et pensif qu'il avait remarqué dès le premier jour. Ce n'était rien du tout, monsieur Beaumont. Vraiment. Pour vous peut-être. Pour moi, si. Ma mère vit seule depuis que mon père est décédé il y a 5 ans. Elle refuse d'avoir une aide à domicile, vous connaissez les vieilles dames indépendantes. Je m'inquiète pour elle chaque jour. Ce matin-là, quand je l'ai vue de l'autre côté de la rue, j'ai eu très peur une fraction de seconde. Et vous étiez là. Donc pour moi, ce n'était pas rien. Quelque chose avait changé dans le visage de Camille. La petite barrière professionnelle s'était légèrement abaissée. Elle avait hoché la tête. Je comprends. Mais le remercier n'est vraiment pas nécessaire. Je sais que ça n'est pas nécessaire. Je vous demande si c'est possible. Nouveau silence. Elle avait regardé par la fenêtre, puis de nouveau vers lui. Je finis à 14h aujourd'hui. J'ai cours à 16h. Si un café rapide vous convient. Il avait souri. Et quand il souriait, quelque chose dans son visage perdait cette tenue naturelle qu'il portait en permanence, et on voyait qu'il était capable de légèreté. Un café rapide me convient très bien. Ce premier café avait duré 1h40. Ils avaient parlé de tout et de rien, comme 2 personnes qui apprennent à se connaître sans le vouloir vraiment, portées par une curiosité mutuelle plus forte que leur volonté de rester à distance. Richard avait découvert la vie de Camille avec cet étonnement discret de quelqu'un qui n'a jamais eu à compter ses sous et qui comprend soudain que d'autres personnes font des choses qu'il n'imaginerait pas faire pour survivre. Pas de la pitié. Non. De l'admiration, plutôt. Ce mot-là était apparu dans sa tête très clairement, très vite. Camille, de son côté, n'avait pas cherché à se montrer sous un autre jour que ce qu'elle était. Elle ne lui avait pas caché qu'elle étudiait grâce à une bourse partielle et à son salaire de serveuse. Elle ne lui avait pas caché que son appartement du Bronx n'avait rien à voir avec les adresses qu'il fréquentait. Elle parlait de sa vie avec une franchise tranquille, sans honte et sans défiance,
comme quelqu'un qui sait exactement d'où il vient et n'en a pas honte. Et Richard avait écouté. Vraiment écouté. Pas de cette façon polie qu'on emploie en société, la tête légèrement inclinée, les yeux qui s'évadent parfois. Non. Il écoutait comme quelqu'un qui a soif de quelque chose d'authentique et qui le trouve enfin. À la fin de ce café, quand Camille avait regardé sa montre et dit qu'elle devait y aller pour ne pas rater son bus, il avait souri. « Puis-je vous appeler ?» Elle avait hésité. Vraiment hésité, et Richard avait vu l'hésitation, il ne l'avait pas interprétée comme de la coquetterie, il avait compris que c'était une vraie réflexion. « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, » avait-elle dit. « Pourquoi ? » « Parce que vous et moi, nous venons de deux mondes très différents, monsieur Beaumont. » Il avait réfléchi à ça une seconde. C'est vrai. Mais les deux mondes ont quand même en commun que leurs habitants boivent du café et ont parfois besoin d'une conversation intéressante. Elle avait ri. Un rire court, spontané, qu'elle avait presque essayé de retenir, et qui avait illuminé son visage d'une façon qui avait fait quelque chose de chaud dans la poitrine de Richard. Elle avait sorti un stylo de sa poche, avait attrapé un coin de serviette en papier, et avait écrit son numéro. Il avait attendu 2 jours avant d'appeler, pour ne pas sembler impatient, alors qu'il l'était. Il avait attendu exactement 48 heures, assis dans son bureau au 40e étage avec vue sur Manhattan, à regarder son téléphone, à travailler, à regarder son téléphone de nouveau, comme quelqu'un qui a 17 ans et pas 30. Quand il avait appelé, elle avait décroché à la 2e sonnerie. « Je savais que vous appelleriez. »« Comment le saviez-vous ?»« Parce que vous avez fait le tour des restaurants de Midtown pour me trouver. Ce genre de personne ne laisse pas tomber facilement. » Il avait souri dans son téléphone. Il s'était vu le week-end suivant. Pas dans un restaurant chic, pas dans un endroit qui aurait mis Camille dans une position inconfortable. Il lui avait demandé ce qu'elle aimait faire le dimanche, et elle avait dit qu'elle aimait marcher dans Central Park quand elle avait du temps libre, ce qui n'arrivait pas souvent. Alors ils s'étaient retrouvés à l'entrée du parc à 10 heures du matin, un dimanche de novembre où le ciel était bleu pâle et l'air sentait les feuilles mortes et le froid propre. Ils avaient marché pendant 3 heures. 3 heures à parler, à rire, à s'arrêter devant le lac, à regarder les enfants courir sur les allées. Richard avait découvert que Camille avait un humour sec et discret. Le genre d'humour qu'on ne voit pas venir, qui arrive dans une phrase anodine et vous fait rire avant que vous ayez compris pourquoi. Il avait découvert qu'elle était passionnée par la gestion des ressources humaines, qu'elle voulait un jour créer une entreprise qui permettrait à des gens comme elle, des gens sans réseau et sans héritage, d'accéder à des formations et à des emplois de qualité. Un projet qui avait l'air d'une idée mais qui était en fait une conviction. On entendait la différence dans sa voix quand elle en parlait. Camille, de son côté, avait découvert que Richard n'était pas du tout ce qu'elle avait imaginé en voyant le costume taillé sur mesure et la voiture noire. Il était quelqu'un de discret, qui parlait peu de lui-même, qui posait beaucoup de questions et écoutait vraiment les réponses. Il aimait la musique classique et le jazz, il lisait beaucoup. Il cuisinait lui-même le week-end parce que sa mère lui avait appris que la cuisine était un acte d'amour qu'on ne délègue pas. Il y avait en lui une solitude tranquille que Camille avait reconnue, parce qu'elle la connaissait elle aussi de l'intérieur. À la fin de cette promenade, devant l'entrée du parc, il avait dit « Je voudrais vous revoir ». Et elle avait dit « Je voudrais ça aussi ». Les semaines qui avaient suivi avaient été une danse. Pas précipitée, pas torride, une danse lente et délicate où chacun apprenait les pas de l'autre sans brusquer. Richard avait très vite compris que Camille avait besoin de temps, non pas parce qu'elle n'était pas intéressée, mais parce qu'elle était quelqu'un qui construisait les choses sur des fondations solides, qui ne donnait pas sa confiance facilement parce qu'elle avait appris que la confiance donnée trop vite pouvait se briser trop facilement. Son père partit quand elle avait 8 ans. Elle n'en avait jamais vraiment parlé, mais Richard l'avait compris entre les lignes. Il y avait là une cicatrice ancienne qui rendait Camille prudente devant les promesses et les débuts enthousiastes. Alors il avait été patient. Profondément patient, d'une patience qui n'était pas une stratégie mais une véritable décision de respecter ce qu'elle était. Il l'invitait à des concerts du dimanche, à des expositions dans des musées où il restait des heures devant des tableaux à se disputer gentiment sur ce que le peintre avait voulu dire. Il lui avait fait rencontrer de nouveau sa mère, Hélène, qui avait accueilli Camille avec une chaleur qui ne ressemblait pas à de la politesse de façade mais à une vraie joie. Hélène Beaumont était quelqu'un qui voyait les gens, pas les apparences. Et elle avait vu Camille. Camille, de son côté, l'avait invitée dans son monde à elle. Il était venu la chercher un soir après son travail, il avait attendu devant le restaurant dans son grand manteau gris, et quand elle était sortie elle avait souri en le voyant là, debout sur le trottoir, sans sa voiture, sans son chauffeur, juste lui.
Elle l'avait emmené dans un petit restaurant vietnamien du quartier où on mangeait pour 15 $ dans des bols qui fumaient et où la propriétaire vous appelait par votre prénom. Il avait adoré. Il avait dit que c'était le meilleur repas qu'il avait fait depuis longtemps, et elle avait ri en disant que c'était sûrement parce qu'il en avait besoin. Elle l'avait aussi emmené un soir dans son appartement du Bronx, et ça c'était un geste important. Un geste qui disait quelque chose. Qui disait voilà d'où je viens, voilà ce que je suis, et si tu veux être là tu dois accepter tout ça. Il était monté les 3 étages sans ascenseur sans dire un mot sur l'ascenseur en panne. Il avait regardé le petit appartement propre et bien rangé, les livres empilés sur le bureau, les photos de sa mère sur le mur, la petite table de cuisine sur laquelle étaient posés ses cours de comptabilité. Et il avait regardé tout ça comme quelqu'un qui regarde une œuvre d'art, quelque chose qui a été construit avec peu de moyens mais beaucoup de soin. Tu es quelqu'un de remarquable, Camille, avait-il dit. Pas en amoureux qui cherche un compliment en retour. En quelqu'un qui constate quelque chose d'évident. Et elle avait regardé ses chaussures une seconde, parce qu'elle n'était pas habituée. Il y avait eu des moments difficiles aussi. Des moments où la différence de leurs univers s'était invitée dans leur histoire sans être conviée. Un soir, il l'avait emmenée à un gala de charité, parce que sa présence y était attendue et qu'il avait voulu qu'elle vienne avec lui. Elle avait accepté, avait trouvé dans une friperie du Bronx une robe noire qui lui allait à merveille, longue, simple, élégante sans ostentation. Elle avait fait ses propres cheveux, avait emprunté une paire de boucles d'oreilles à sa mère. Et elle était belle, vraiment belle, de cette façon qui ne devait rien aux moyens et tout à la grâce naturelle. Mais dans cette salle pleine de femmes en robe de couturier et de bijoux qui valaient le prix de plusieurs années de son salaire, Camille avait senti des regards. Ces regards qui évaluent en une seconde et classent les gens dans des catégories. Elle avait souri et tenu sa position, parce qu'elle savait le faire, parce que sa mère lui avait appris à ne jamais se laisser diminuer par le regard des autres. Mais en rentrant ce soir-là, dans la voiture, elle avait été silencieuse. « Tu vas bien ?» avait demandé Richard. « Oui. » Un silence. « Non, pas vraiment. » Il avait demandé ce qui s'était passé, et elle lui avait dit. Pas avec colère, pas avec tristesse, avec cette franchise calme qui était sa marque. Elle lui avait dit qu'elle avait senti que certaines personnes la regardaient comme si elle n'était pas à sa place. Et que ça lui était égal pour elle, mais qu'elle voulait qu'il sache qu'elle n'était pas prête à passer sa vie à prouver qu'elle avait le droit d'être là où elle était. Richard l'avait écoutée. Et puis il avait dit quelque chose qui l'avait surpris lui-même par sa clarté. Tu as plus le droit d'être dans cette salle que n'importe qui d'autre. Ces gens-là ont hérité de leur argent ou ils l'ont gagné en faisant des choses que parfois ils n'auraient pas envie d'expliquer. Toi tu travailles à 5 heures du matin et tu vas en cours l'après-midi et tu gardes quand même le temps d'aider les gens. Ne laisse personne te faire sentir que tu dois gagner ta place. Tu la mérites mieux que la plupart. Elle l'avait regardé longtemps. Puis elle avait dit doucement. Tu sais, depuis que tu es entré dans ma vie, j'ai du mal à ne pas te faire confiance. Et ça me fait un peu peur. C'était la première fois qu'elle disait quelque chose d'aussi direct sur ce qu'elle ressentait. Et Richard avait compris que c'était important. Que ce n'était pas anodin pour elle. Je sais, avait-il dit. Et je vais passer le temps qu'il faudra à te montrer que cette confiance est en sécurité avec moi. Les mois avaient passé. L'hiver avait cédé la place à un printemps timide, puis à un été ardent sur la ville. Et leur histoire avait grandi, doucement, comme une plante qu'on ne force pas mais qu'on arrose avec constance. Camille avait passé ses examens de fin d'année avec de très bons résultats. Richard était venu l'attendre devant la faculté quand elle était sortie de son dernier examen, avec 2 glaces à la fraise dans les mains parce qu'elle lui avait dit un jour que les glaces à la fraise étaient sa façon préférée de célébrer. Elle avait ri en le voyant, ce grand homme en costume impeccable, debout sur le trottoir avec ses 2 glaces qui commençaient à fondre. La mère de Richard les invitait souvent à dîner dans sa maison de l'Upper East Side, une maison pleine de livres et de lumière, où on dînait autour d'une grande table en bois et où Hélène cuisinait elle-même, des plats français qu'elle avait appris de sa propre mère. Elle avait appris à Camille à faire la quiche lorraine, à faire la tarte tatin, et ces moments-là dans la cuisine d'Hélène avaient quelque chose de précieux, quelque chose qui ressemblait à ce que Camille n'avait jamais vraiment eu dans son enfance et qu'elle accueillait sans l'identifier tout de suite comme ce que c'était. Une famille. Il y avait eu un soir en particulier. Un soir de septembre, ils marchaient dans le parc, les feuilles commençaient à tourner au rouge et alors, le ciel au-dessus d'eux était cette nuance de violet sombre que le ciel de New York prend parfois en fin d'après-midi. Ils marchaient côte à côte, leurs mains qui se frôlaient sans vraiment se prendre, cette danse de l'hésitation qu'ils faisaient encore parfois. Et Richard s'était arrêté. Elle s'était arrêtée aussi, l'avait regardé. « Je voulais te dire quelque chose », avait-il dit. «
Sa voix était différente. Pas distante, mais sérieuse d'une façon particulière, une sérieux qui ressemblait à de la vulnérabilité. « Je t'écoute. » Il avait regardé le lac un instant, puis de nouveau vers elle. « Depuis que je te connais, je comprends ce que je cherchais sans le savoir. Je ne cherchais pas quelqu'un qui vit dans le même monde que moi. Je cherchais quelqu'un qui a des valeurs que je reconnais. Quelqu'un qui aide les gens parce que c'est naturel pour elle, pas parce que ça fait bien. Quelqu'un qui est fier de ce qu'elle a construit, même si ce n'est pas grand dans les yeux du monde, mais qui est immense à mes yeux à moi. Je t'aime, Camille. Je voulais que tu le saches clairement. » Camille avait regardé cet homme. Cet homme sérieux et attentionné qui avait fait le tour des restaurants de Midtown pour la retrouver. Cet homme qui était venu la chercher après le travail sans sa voiture pour entrer dans son monde à elle. Cet homme qui avait attendu avec 2 glaces à la fraise devant la faculté. Cet homme qui avait dit à sa mère qu'elle méritait sa place mieux que n'importe qui. Elle avait senti quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle avait tenu noué depuis longtemps, depuis l'âge de 8 ans peut-être, depuis le jour où son père était parti et où elle avait décidé sans vraiment le formuler qu'elle ne ferait plus confiance facilement à personne qui promettait de rester. « Je t'aime aussi », avait-elle dit. Et sa voix n'avait pas tremblé. Parce que c'était vrai, simplement vrai, et les choses vraies n'ont pas besoin de trembler pour être dites. Il avait pris son visage entre ses mains et l'avait embrassé. Le premier vrai baiser, pas volé, pas de la surprise, un baiser qui avait été décidé par les deux ensemble, et qui goûtait le printemps qui revient après un long hiver. L'automne suivant avait été le plus beau de la vie de Camille. Non pas parce que tout était devenu facile, non. Elle continuait à travailler au restaurant le matin, à étudier l'après-midi, à rentrer chez elle le soir dans son appartement du Bronx. Sa vie n'avait pas changé dans ses contours pratiques. Mais elle avait changé dans son cœur. Il y avait quelqu'un maintenant. Quelqu'un à qui elle pensait en se levant le matin, quelqu'un qui lui envoyait des messages à des heures improbables pour lui dire une chose drôle qu'il avait vue dans la rue. Quelqu'un qui avait posé une photo d'eux sur le bureau de son appartement parce qu'il voulait qu'elle soit là quand il rentrait le soir. Sa mère, qui n'avait jamais vu sa fille aussi sérieuse avec quelqu'un, avait rencontré Richard un dimanche. Camille l'avait amené dans l'appartement du Bronx pour le déjeuner, et sa mère avait cuisiné un poulet rôti qu'elle faisait les jours importants. Richard était arrivé avec 2 bouquets de fleurs, un pour la mère et un pour la fille, et il s'était assis à leur petite table de cuisine et il avait mangé ce poulet rôti comme si c'était le meilleur repas qu'il ait jamais fait. Parce que c'était peut-être vrai. Pas parce que le poulet était extraordinaire, mais parce qu'il y avait autour de cette table une chaleur qui ne s'achetait pas. La mère de Camille l'avait regardé pendant tout le repas avec ce regard de mère qui évalue, qui mesure, qui sonde. Et à la fin, quand Richard était parti en leur disant au revoir avec une sincérité tranquille, elle avait dit à sa fille : « Il est bien, ce garçon. Il te regarde comme si tu étais quelque chose de précieux. C'est ça qui compte. » Camille avait hoché la tête, les yeux un peu brillants, parce que sa mère ne disait jamais les choses facilement. Décembre était arrivé, et New York s'était habillé de ses lumières de fête. Les rues de Midtown étincelaient, les vitrines des grands magasins racontaient leurs histoires de bonhommes de neige et de cadeaux enveloppés, les vendeurs de marrons grillés réchauffaient les mains des passants à chaque coin de rue. Il y avait une magie particulière dans cette ville en décembre, une magie que même les New-Yorkais les plus blasés reconnaissaient de mauvaise grâce. Richard avait demandé à Camille de le retrouver un soir au sommet du Rockefeller Center. Il avait dit qu'ils allaient regarder les lumières de la ville ensemble. Elle était venue, habillée d'un manteau bordeaux qu'il lui avait offert pour son anniversaire, ses cheveux libres sur les épaules, les joues rouges par le froid. La ville s'étendait à leurs pieds dans toute sa splendeur nocturne, 1 million de fenêtres allumées, les avenues qui filaient en ligne droite jusqu'à l'horizon, le grand arbre du Rockefeller Plaza qui brillait en bas avec ses milliers de lumières. Richard était à côté d'elle, il regardait la ville. Puis il s'était tourné vers elle. « Je sais que l'on n'a pas encore 1 an ensemble », avait-il commencé. « Non », avait-elle dit doucement. « Et je sais que tu as besoin de temps pour faire confiance. »« Je t'ai déjà fait confiance. » Il avait souri. « Je sais. Et cette confiance-là, je ne l'ai pas prise à la légère. » Il avait respiré. « Camille, je ne t'offre pas une vie parfaite parce que ça n'existe pas. Je ne te promets pas que tout sera toujours simple, parce que ce serait mentir. Mais je peux te promettre que tu n'auras jamais à te battre seul si tu ne le veux pas. Que quelqu'un sera là. Que tu compteras plus que tout le reste. » Il avait plongé la main dans la poche de son manteau. « Je t'aime, Camille Rousseau. Et je voudrais que tu deviennes ma femme. » Il avait ouvert l'écrin. Une bague d'une beauté simple et parfaite, pas tape à l'œil,
un diamant solitaire d'une clarté qui captait toutes les lumières de la ville. Pas trop, pas ostentatoire. Choisie pour elle, pour ce qu'elle était, pas pour impressionner. Camille avait regardé la bague. Puis elle avait regardé Richard. Cet homme qui avait fait le tour des restaurants de Midtown parce qu'il voulait la revoir. Cet homme qui avait attendu avec des glaces. Qui avait mangé le poulet de sa mère dans l'appartement du Bronx. Qui lui avait dit qu'elle méritait sa place mieux que n'importe qui. Ses yeux s'étaient mouillés. Elle n'avait pas essayé de le cacher. Oui, avait-elle dit. Un mot. Mais quel mot? Il avait glissé la bague à son doigt, puis l'avait prise dans ses bras, et ils étaient restés là un long moment au sommet de la ville, pendant que New York brillait en dessous d'eux, indifférente et magnifique comme toujours. Les mois qui avaient précédé le mariage avaient été une période de découverte et d'ajustement. Camille avait terminé sa licence avec mention, et Richard avait fêté ça comme si c'était lui qui avait réussi, avec autant de fierté et peut-être encore plus de joie. Elle avait reçu une offre de stage dans une grande entreprise de conseil en ressources humaines, une offre qui n'avait rien à voir avec Richard, qui était venue de ses propres mérites, et elle avait tenu à ce que ce soit clair. Elle avait dit à Richard, « Je veux construire ma carrière moi-même. » Et il avait dit, « Je n'en ai jamais douté. » Elle avait emménagé dans son appartement progressivement, en apportant ses livres d'abord, puis ses affaires, puis sa façon de vivre qui avait doucement transformé cet appartement de célibataire fortuné en quelque chose qui ressemblait à un foyer. Elle avait ajouté des coussins colorés, avait accroché des cadres avec des photos d'eux et de leur famille, avait planté des herbes aromatiques sur le balcon qui surplombait Central Park. Et Richard avait regardé tout ça avec un bonheur tranquille, le bonheur d'un homme qui reconnaît enfin ce que le mot chez soi veut dire. La mère de Richard avait pris Camille sous son aile avec une discrétion bienveillante, sans jamais la mettre en position d'écolière ni la traiter comme quelqu'un qui aurait besoin d'être formé pour entrer dans sa famille. Hélène Beaumont était assez sage pour comprendre que Camille était tout sauf quelqu'un qui avait besoin d'être façonné. Elle avait simplement ouvert les bras, et Camille y avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait pas formuler mais qui avait à voir avec ce mot. Encore, que sont les familles? La mère de Camille, de son côté, était venue plusieurs fois dans l'appartement de la 5e avenue. Et si elle avait été impressionnée la première fois, elle l'avait caché avec une dignité parfaite. Elle avait serré la main de Richard à chaque fois qu'elle le voyait, et chaque fois la poignée de main était un tout petit peu moins formelle, un tout petit peu plus chaleureuse. C'est comme ça que les liens se tissent vraiment, pas dans les grandes déclarations mais dans les petits gestes qui s'accumulent. Le mariage avait été célébré en juin, un samedi de juin où le ciel au-dessus de New York était bleu lavande et doux. Camille avait choisi une robe simple et magnifique, une robe blanche à la coupe parfaite qui laissait ses épaules nues, avec dans les cheveux un seul gardénia blanc que sa mère lui avait attaché. Elle avait marché vers Richard au bras de sa mère, dans un jardin privé de l'Upper East Side que la famille Beaumont possédait depuis des générations. Un jardin où les roses étaient en pleine floraison et où les tables étaient dressées avec le soin que les grandes occasions méritent. Quand Richard l'avait vue arriver, quelque chose avait changé dans son visage. Tous ceux qui étaient là avaient vu ce changement. Ce n'était pas l'expression d'un homme qui accomplit un rite social. C'était l'expression d'un homme qui voit quelque chose de tellement beau et tellement réel qu'il ne sait pas très bien comment le contenir dans sa poitrine. Hélène Beaumont, assise au premier rang, avait regardé son fils et la jeune femme qui marchait vers lui, et elle avait pensé à ce matin de novembre sur la 5e avenue. Elle avait pensé qu'elle avait traversé cette rue-là des dizaines de fois dans sa vie. Mais ce matin-là, ce matin particulier où elle avait hésité au bord du trottoir, une jeune femme en manteau beige s'était arrêtée. Et cette seconde-là, ce simple geste-là, avait changé le cours de l'histoire. Elle avait souri. Elle avait porté sa main à son cœur. Ils s'étaient dit oui devant leur famille et leurs amis, devant les roses en fleurs et le ciel lavande de juin. Ils s'étaient dit oui avec la simplicité de deux personnes qui savent exactement ce qu'elles font. Pas d'hésitation, pas de tremblement dans la voix. Des oui clairs, des oui solides, des oui qui portaient tout le chemin parcouru depuis le trottoir de la 5e avenue. Quand Richard avait glissé l'alliance à son doigt et qu'elle avait glissé la sienne au sien, quelque chose s'était passé dans cet espace entre eux, quelque chose d'invisible et de tangible à la fois, quelque chose que les deux avaient senti simultanément. Une certitude. Pas la certitude naïve des commencements, pas le sentiment que tout sera facile. La certitude plus profonde que deux personnes qui ont appris à se connaître vraiment et qui ont choisi de rester. Il l'avait embrassée et les gens avaient applaudi. Et dans ces applaudissements il y avait la joie de tous ceux qui avaient regardé cette histoire se nouer et qui avaient su très tôt que c'était quelque chose de vrai. Ce soir-là, après la fête, après les discours et les danses et les larmes de leur mère et les rires de leurs amis, Richard et Camille s'étaient retrouvés seuls sur la terrasse de leur appartement, au-dessus de Central Park, les lumières de New York déployées devant eux comme un tapis de braise.
Elle était appuyée contre la balustrade, les bras croisés sur la rambarde, le regard sur la ville. Il était debout à côté d'elle, son épaule contre la sienne. « Tu y penses ?» avait-il demandé doucement. « À quoi ?» « À ce matin de novembre. À la façon dont tout a commencé. » Camille avait souri. Oui. Elle y pensait. À ce matin où elle était en retard, pressée, les mains dans les poches, et où quelque chose l'avait arrêtée. Quelque chose de très simple. Une vieille dame au bord d'un trottoir. Un geste qui ne lui avait rien coûté et qui avait tout changé. « Si je n'avais pas regardé, » avait-elle dit. « Si tu n'avais pas regardé, tu ne serais pas toi. » Elle avait tourné la tête vers lui. Ses yeux verts qui ne l'intimidaient plus mais qui la touchaient encore toujours, d'une façon différente maintenant, plus intime, plus familière, la façon dont on est touché par quelque chose qui est devenu le sien. « Tu sais ce que j'ai compris ?» avait-elle dit. « Dis-moi. » J'ai grandi en pensant que je devais tout construire moi-même. Que demander de l'aide, c'était une faiblesse. Que laisser quelqu'un entrer, c'était un risque que je ne pouvais pas me permettre. Elle avait marqué une pause. Et puis j'ai aidé ta mère à traverser la rue. Et toi tu es arrivé. Et tu m'as appris que les portes qu'on laisse ouvertes ne mènent pas toujours à quelque chose de douloureux. Parfois elles mènent à quelque chose de magnifique. Richard avait pris sa main. Cette main qu'il connaissait maintenant avec toute la précision de quelqu'un qui a pris soin d'apprendre, chaque ligne, chaque detail. « J'ai appris quelque chose aussi », avait-il dit. « Quoi ?» Que l'argent et le succès et tous ces trucs-là, ça peut vous donner l'impression que vous avez tout. Et puis vous croisez quelqu'un qui n'a rien de tout ça et qui est plus riche que vous ne l'avez jamais été. Et vous comprenez que vous cherchiez ça depuis le début sans le savoir. Le vent avait soufflé doucement, une brise chaude de juin qui portait l'odeur de la ville en été. New York respirait en dessous d'eux, indifférente et magnifique, ce géant qui n'avait pas besoin d'eux pour être grand mais qui avait fait de la place pour leur histoire quand même. « Je t'aime », avait-il dit. « Je t'aime », avait-elle répondu. Et la nuit de juin s'était étendue devant eux, pleine et lumineuse, comme toutes les nuits qui commencent bien. Il y a des matins qui ressemblent à tous les autres. Et il y a ceux qui ne ressemblent à rien de ce qu'on a vécu avant. Ce matin de novembre où Camille Rousseau s'était arrêtée au bord d'un trottoir pour aider une vieille dame à traverser la rue, ce matin-là elle n'avait pas pensé au destin. Elle n'avait pas pensé à l'amour. Elle avait pensé qu'il y avait devant elle quelqu'un qui avait besoin d'aide et qu'elle pouvait donner ce coup de main. C'est tout. Mais parfois c'est dans les gestes les plus simples que se cachent les plus grandes histoires. Parfois le destin ne frappe pas à votre porte. Il vous attend au coin de la rue, par un matin froid de novembre, à New York, dans les yeux d'une vieille dame qui vous remercie et dans ceux de son fils qui arrive en courant et qui vous voit vraiment pour la première fois. L'amour ne prévient pas. Il ne se présente pas avec une fanfare ni un panneau lumineux. Il arrive souvent déguisé en quelque chose d'ordinaire. Un café qui dure trop longtemps. Une promenade dans un parc qui finit après le coucher du soleil. Une glace à la fraise devant une faculté. Un poulet rôti sur une petite table de cuisine du Bronx. Et si vous avez la sagesse de vous arrêter quand tout en vous dit de continuer à courir, si vous avez le courage d'ouvrir les yeux sur ce qui est là devant vous, si vous avez l'humilité de laisser entrer quelqu'un que vous n'aviez pas prévu, alors peut-être, que ce matin qui ressemblait à tous les autres sera le matin qui change tout. Camille et Richard avaient bâti leur vie sur ce fondement-là. Un geste simple, vrai, donné sans rien attendre en retour. Et la vie leur avait rendu quelque chose d'infiniment plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils étaient heureux. Vraiment heureux, de ce bonheur qui ne crie pas sur les toits mais qui se voit dans la façon dont deux personnes se regardent au bout de la table du dîner. De ce bonheur qui se vit dans le quotidien ordinaire et qui trouve dans cet ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Ils se disputaient parfois, comme tout le monde, pour des choses qui semblaient importantes sur le moment et ridicules une heure après. Ils avaient leurs désaccords, leurs mauvais jours, leurs matins où l'un ou l'autre n'avait pas envie de parler. Mais sous tout ça, sous les variations ordinaires de la vie commune, il y avait cette chose solide et tranquille qui s'appelle la confiance, qui prend du temps à construire mais qui, une fois là, ne part pas facilement. Hélène Beaumont dînait chez eux tous les dimanches. Elle avait appris à Camille la tarte aux pommes de sa propre mère, et Camille l'avait ajoutée à son répertoire et la faisait désormais avec des pommes qu'elle achetait au marché fermier du samedi matin. La mère de Camille était venue plusieurs fois aussi, et les deux mères s'étaient découvert une amitié inattendue, liées par cet amour qu'elles portaient toutes les deux à leurs enfants et par le fait qu'elles avaient toutes les deux, chacune à leur façon, su reconnaître quelque chose de bon quand elles l'avaient devant elles. La carrière de Camille avançait. Son stage en conseil ressources humaines avait débouché sur un poste permanent.
et elle y travaillait avec la même détermination qu'elle avait mise dans ses études et dans son travail de serveuse. Elle commençait à développer ce projet qui lui tenait à cœur, cette idée d'une structure qui permettrait à des jeunes sans réseau d'accéder à des formations de qualité. Elle en parlait à Richard, qui l'écoutait, qui posait des questions pertinentes, qui lui suggérait des connexions utiles sans jamais prendre les rênes à sa place. Parce qu'il avait compris depuis longtemps que Camille ne voulait pas qu'on fasse les choses à sa place. Elle voulait qu'on soit là. New York continuait à vivre sa vie immense et indifférente autour d'eux. Les taxis jaunes, les bus, les vendeurs de café, les livreurs à vélo, les millions de gens qui ne se connaissent pas et qui vivent côte à côte chaque jour. Et dans tout ce mouvement perpétuel, dans cette ville qui ne s'arrête jamais, deux personnes avaient trouvé un point fixe l'une dans l'autre. Certains matins, en partant au travail, Camille passait encore par l'intersection de la 5e avenue et de la 5e 2e rue. Et parfois, quand elle arrivait à ce coin de rue, elle s'arrêtait une seconde. Elle regardait l'endroit. Ce trottoir ordinaire, ce feu ordinaire, ce croisement parmi des milliers d'autres dans cette ville immense. Elle pensait à ce matin de novembre. À la vieille dame. Au bruit des pneus sur l'asphalte mouillé. À cette voix grave qui avait demandé « Maman, ça va ?» Et elle souriait. Elle souriait à ce trottoir ordinaire qui avait changé sa vie. Puis elle reprenait sa marche, les mains dans les poches de son nouveau manteau bordeaux, les épaules droites, les yeux ouverts sur la ville. Parce que la vie lui avait appris quelque chose d'important ce matin-là. La vie lui avait appris que le destin ne récompense pas les gens qui courent la tête baissée. Il récompense ceux qui lèvent les yeux. Ceux qui voient ce que les autres ne regardent plus. Ceux qui s'arrêtent quand tout le monde continue d'avancer. Ceux qui donnent quelque chose de leur temps et de leur cœur sans se demander ce qu'ils vont en recevoir en retour. Ces gens-là, le destin les retrouve toujours. D'une façon ou d'une autre, à un coin de rue ou à un autre, un matin ordinaire ou un soir extraordinaire, il les retrouve. Et quand il les retrouve, il leur donne quelque chose que l'argent n'achète pas et que la chance seule ne donne pas. Il leur donne ce que Camille et Richard avaient trouvé sur ce trottoir de la 5e avenue, ce matin froid de novembre, grâce à une vieille dame et à un geste simple. Il leur donne l'essentiel. Fin.